Voilà, tout le monde est connecté. Donc, je me présente. Je suis Richard Odigier, le responsable séminaire et formation à CAP. Je suis ravi de vous retrouver sur cette session animée par un intervenant expert, M. Dominique Loriou. Donc, comment va se passer la réunion? Nous sommes peu. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser vos caméras, éventuellement vos micros, prendre la parole si vous avez des questions précises. De toute façon, nous accorderons des temps de questions-réponses au cours de cette session. Et puis, à son issue, si votre micro ne fonctionne pas, n'hésitez pas à chatter. Je me ferai le porteur de votre message. Voilà, donc sans plus attendre, je vous souhaite une bonne réunion. Je vais laisser la parole à M. Dominique Loriou et rendez-vous à tout à l'heure. M. Loriou, à vous le micro. Oui, merci. Bonjour à toutes et à toutes. Je vais me présenter rapidement. En fait, j'ai la particularité d'être un ancien directeur d'établissement de santé. J'étais également responsable informatique dans mon établissement parce que j'ai toujours eu une appétence sur le numérique. J'ai hésité entre la gestion et l'informatique et finalement, j'ai concilié les deux dans mes établissements, ce qui fait que j'ai aussi accompagné des établissements à l'époque où j'étais directeur au travers de la fédération. Et au niveau du ministère aussi, dans le groupe de travail de préfiguration du programme Open, donc qui est un programme que je connais bien. Et finalement, beaucoup de choses ont été reprises aujourd'hui dans le Ségur qui date de ce moment-là, sachant que sur la partie santé, c'est vrai qu'il y avait un historique plus ancien, puisque Open faisait suite au programme Hôpital numérique qui a commencé dès 2013. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est des établissements sociaux et médico-sociaux, eh bien, le Ségur a permis de définir un programme spécifique. Alors, je vais vous donner tout d'abord des éléments de contexte pour que tout le monde soit bien au même niveau d'information. En 2019, l'État a pris conscience qu'il fallait réorganiser les choses, et j'ai envie de dire plutôt à leur niveau, puisqu'il s'agissait de définir des éléments socles de l'architecture informatique nationale. Et en fait, ça a été représenté par ce schéma de la feuille de route numérique en santé 2019-2022 et qui va servir pour le programme numérique. Alors, je ne vais pas vous présenter toute la feuille de route, mais juste cibler les services socles qui ont été ciblés parce qu'ils étaient prêts, en fait, dans le cadre du Ségur. Donc, c'est d'abord l'INS, l'identifiant national de santé, ce qui est l'identifiant des patients, mais je ferai un focus sur ce point-là. ProSanté Connect, qui est l'identifiant des professionnels de santé et qui concrètement va permettre d'authentifier de sécurité les connexions au logiciel. Par exemple, un professionnel pourra passer d'une structure à une autre et utiliser le même login et mot de passe sur deux logiciels différents. Voilà, la cible, c'est ça, c'est d'arriver à ce qu'il y ait un peu plus de facilité dans l'usage des applicatifs. Le DMP, bien sûr, qui est un sujet ancien, mais qui a été intégré et renouvelé dans le cadre de ce programme Ségur, associé à la messagerie sécurisée professionnelle, donc qui existait déjà entre les professionnels, mais là qui était élargie à la messagerie sécurisée avec les patients, les usagers, pour parler plus largement. Et tout ça il y a un objectif, c'est d'alimenter l'espace numérique de santé, mais je vais y revenir également. Alors, entre-temps, après 2019, 2020, 2021, est arrivé le Covid et une opportunité finalement de dégager des moyens très importants pour, comme vous le voyez dans cette slide, généraliser le partage et l'échange entre les professionnels de santé et les usagers. L'intérêt de ce programme, c'est aussi de cibler usagers et de mettre le patient au cœur de la préoccupation, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent, puisqu'on était plus dans une logique de développer l'informatique
au sein des structures et pas forcément d'échanger, ou en tout cas c'était un deuxième objectif. Là, est indiqué d'emblée l'objectif d'alimenter l'espace santé des patients, et donc pour cela, forcément au niveau des établissements, il faut construire l'informatique qui le permette. Et c'est d'ailleurs d'abord votre souci, c'est-à-dire d'informatiser l'établissement pour correctement bien travailler et ensuite échanger. Voilà. Et le programme national, lui, d'emblée, il donne cette perspective. Donc, c'est 2 milliards d'euros qui sont dégagés, 1,4 milliard sur 3 ans sur la partie sanitaire et 600 millions sur le médico-social sur 5 ans, tenant compte du fait que la maturité n'est pas la même et donc forcément il y a plus de travail. En tout cas, il faudra plus d'années pour atteindre l'objectif final qui est d'informatiser au moins 75% des ESMS. Donc, quand on dit ESMS, ce sont les entités géographiques, même bien sûr qui peuvent être regroupées dans des organismes gestionnaires. Et là, on sait qu'il y a une très grande diversité, ça va de 1 à des centaines, voire peut-être des milliers aussi, de structures. Globalement, en France, il y a à peu près 40 000 ESMS recensés sur le FINES géographique. Donc, un très gros travail. Et pour cela, pour atteindre cet objectif, eh bien, l'État a ciblé quand même des fonctionnalités différentes à mettre en œuvre en fonction des acteurs. Donc là, je lis sur le schéma à gauche par ordre des aiguilles d'une montre, donc les pharmacies, les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, la radiologie, la biologie médicale, la médecine de ville, et l'ensemble de ces acteurs devront intégrer des services socles qui sont représentés à droite, donc le DMP, l'INS, la messagerie sécurisée et Pro Santé Connect. Donc, ce sont les points que j'ai ciblés dans la feuille de route. Donc, pour ce qui est des établissements médico-sociaux, vous voyez tout de suite que l'ensemble des acteurs devront converger vers le DMP, c'est-à-dire alimenter le DMP. Pour ce qui est des médico-sociaux, eh bien, il est indiqué DLU, donc le DLU, dossier d'urgence, de liaison d'urgence, est ciblé d'emblée, mais avec 3 petits points, donc on voit que les choses sont en réflexion, ne serait-ce que par ce schéma. Alors, pour ce qui est des établissements médico-sociaux, eh bien, je dirais la tutelle, c'est la CNSA, et donc la CNSA s'est chargée, dans un premier temps, depuis le début de l'année, de définir un programme, c'est elle qui connaissait le mieux les structures, avec un objectif, bien sûr, c'est de franchir une première étape en matière d'équipement et d'infrastructure, parce que contrairement au sanitaire qui est quasiment, je pense que tous les établissements sont informatisés, ont un DPI, dossier patient informatisé. Pour ce qui est des établissements sociaux et médico-sociaux, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, il faut partir dès l'informatisation de base dans la structure. Donc, l'objectif, c'est se connecter, se doter d'un DUI, donc un dossier d'usager informatisé, mais en intégrant d'emblée les services socles nationaux que j'ai cités. Voilà. Il y en a d'autres aussi, la e-prescription, e-parcours, mais je dirais que ça sera, c'est pas les éléments socles ciblés sur le Ségur, même si forcément les ARS sont soucieuses notamment que les outils régionaux soient intégrés dans les projets. Voilà. Avec quand même des prérequis, vous avez indiqué en bas, il faut franchir quelques exigences organisationnelles, de regroupement, on va y revenir, de formalisation de procédures, de mutualisation des compétences et de définition d'un schéma informatique au sein de chaque structure. Donc là, il y avait la phase d'amorçage. Il y a eu 2 phases d'amorçage au cours de l'année. Et puis, on va passer à la phase de généralisation. Donc, je pense que c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui et qui intéresse tout le monde, c'est de savoir comment le programme va évoluer, sachant que le deuxième temps, lui, se terminait, alors ça a un peu varié en fonction des ARS, mais globalement, au 15 octobre, les candidatures devaient être déposées au 15 octobre. Alors, je vais faire un petit focus sur ce point-là rapidement, mais juste pour que tout le monde
situe bien les choses. Ceux qui ont déposé forcément une candidature connaissent le sujet, mais tout le monde n'a pas déposé de candidature. Et donc, comme ce sont des éléments qui vont être en partie repris pour la généralisation, je vais vous faire une petite présentation quand même de ce qui était le deuxième temps d'amorçage qui définissait des principes. Donc, ce qui a été défini, c'est en fonction de la taille de l'organisme gestionnaire, eh bien, on rentrait dans un cadre un peu différent de candidature. Les petits organismes gestionnaires de moins de 15 ESMS devaient se regrouper. Ce principe-là sera conservé enfin, on verra les modalités, mais le principe de mutualisation va être maintenu pour ce qui est de la généralisation. Donc, se regrouper, si possible, au moins 15 ESMS. On voit que les ARS ont un peu ajusté lorsque il y avait 15, un peu moins 13 ESMS par exemple. Bon, il fallait s'approcher de 15 ESMS et bien sûr aller jusqu'à éventuellement 50. Donc créer ce qu'on a appelé une grappe. Et dans cette grappe, l'idée c'est d'avoir un objectif commun, c'est d'informatiser à peu près le même périmètre informatique et se mettre d'accord pour choisir une solution commune. Voilà. Et cette solution commune informatique, eh bien, est financée à hauteur de 25 000 € par dossier d'usager informatisé, par structure, par ESMS. Lorsque la structure est déjà informatisée, il s'agissait de faire une mise en conformité. Et dans ce cas-là, ce n'est pas 25 000, c'est 10 000 € s'il s'agit une mise en conformité en intégrant tous les services SOC que je vous ai présentés avant. Et puis, pour les petites structures, il y a la possibilité d'obtenir 20 000 € supplémentaires par ESMS, notamment pour installer les postes, changer les serveurs, ou installer par exemple une partie réseau, notamment Wi-Fi. Ces ESMS, petits SMS, ont aussi la faculté d'obtenir une aide, une assistance à maîtrise d'ouvrage, alors soit interne, c'est-à-dire s'il y a un chargé de projet qui est désigné, ça peut être à la fois soit un salarié, soit un consultant extérieur. Et pour constituer cette grappe et faire ce travail de marché, en fait, de définition du besoin, eh bien, il y avait 15 000 € de prévus et 100 000 € pour accompagner la réalisation concrète de déploiement de la solution dans les structures. Donc ça, ce principe-là va être conservé par la suite. Pour les établissements de taille supérieure, les organismes gestionnaires de plus de 15 CMS, eh bien, il y avait la possibilité d'avoir les 25 000 € d'acquisition et de 10 000 € de mise en conformité, mais pas la partie accompagnement, sachant que les ARS ont un peu modulé cet élément-là en fonction du projet, de la maturité du projet et de la taille des structures. Pour ce qui est des gros OG de plus de 50, en fait, là, ça rentrait dans le cadre d'un appel d'offres national, donc traité au niveau national. Le but étant forcément que de ne pas attribuer, en fait, il y avait une économie d'échelle et donc c'est seulement 5 000 € par ESMS qui pouvaient être financés. Voilà, je pense intéressant d'avoir ce détail-là pour la suite. Donc, j'ai passé les points les uns après les autres. Les critères d'éligibilité de cette deuxième phase étaient, donc, comme je vous ai dit, le regroupement, le respect d'un cahier des charges du côté des éditeurs, un cahier des charges défini au niveau du RESA. Il y avait des conditions aussi minimales de sécurité, de définition d'un plan de reprise d'activité, et puis également les éléments du RGPD qui en fait qui ont été rappelés, mais qui doivent être, il faut se rappeler que même sans programme, ces obligations RGPD sont valables pour toutes les structures, que ce soit les établissements de santé ou les ESMS. Les critères de priorisation, bon, ils avaient défini quelques règles qui en fait étaient justement là de s'intégrer plutôt à l'environnement régional et puis d'intégrer les référentiels de la profession, notamment les pathos pour ce qui est
des personnes âgées. Et puis, des critères d'usage, donc des cibles à atteindre, qui étaient définis en fonction du nombre de dossiers à gérer dans le dossier informatisé, mais également des objectifs au niveau du nombre de passages, du nombre de transmissions dans le cadre de la messagerie sécurisée, et puis d'alimentation du DMP. Voilà. Mais ces objectifs n'étaient pas très précis, et donc je pense dans la partie suite, ces points vont être précisés. Sachant qu'il y avait une particularité, c'est qu'en fait, dans cet appel à projet, eh bien, les OG produisaient une expression de besoin commune. Alors, c'était un peu la difficulté de constituer une grappe. Hein. Ça a été d'ailleurs un des freins de structures que j'ai accompagnées notamment et qui se sont dit que valait mieux temporiser. Donc voilà, il n'y a pas non plus, il n'y avait pas besoin absolument de candidater et c'était tout à fait pertinent dans la stratégie de l'établissement d'avoir un choix de ne pas forcément candidater tout de suite. Donc tout dépend de la réalité des structures. Sachant qu'en plus, on est dépendant de l'éditeur. Si l'éditeur n'avait pas encore répondu au cahier des charges défini par le RESA, qui était la plateforme d'achat mise en commun dans le cadre de ce projet, eh bien, en fait, la structure ne pouvait pas candidater. Voilà, je passe sur cette procédure d'attribution de marché qui va changer en fait, et ça va être un élément essentiel de la suite. En parallèle de cette candidature, donc Ségur en amorçage, eh bien, les autorités ont mis en place un groupe de travail pour définir en fait ce qu'ils ont appelé le dossier de spécification de référencement. En fait, c'est un cahier des charges national plus précis. Et ils ont mis en place un groupe de travail avec les éditeurs, ce qu'ils ont appelé une task force. Bon, il y a un côté un peu militaire à la démarche, l'objectif étant d'aller vite, puisque en fait, ils sont très vite aperçus que le cahier des charges était insuffisamment défini, qu'il fallait être beaucoup plus précis. Et donc, c'est ce qui les a amenés à définir ce cahier des charges avec une pré-publication qui a été réalisée au début octobre et qui est publiée sur le site de l'Agence nationale de santé et qui définit 80 exigences au niveau des référentiels SOC, mais aussi, et ça c'est important, 63 exigences cœur de métier. Donc, on va préciser ce point-là. Sachant que l'objectif, c'était en fait que le programme ESMS rejoigne en fait le programme santé. Et sur la partie santé, en fait, les éditeurs, dès le début depuis cette année, pouvaient bénéficier d'un financement direct qu'on a appelé vous voyez en bas est indiqué le système ouvert non sélectif. Alors, c'est un nom un peu juridique barbare, mais tout ça pour dire que c'est de l'achat de l'État pour le compte des établissements de mise à jour ou de solutions informatiques. Voilà. Donc, en clair, par rapport à l'amorçage jusqu'à présent qui était je verse par exemple 25 000 € à un établissement de santé et à charge à lui à payer son éditeur, eh bien là, on change de système où l'éditeur va être payé lui-même directement par l'État. Et on va voir que la structure va quand même intervenir à un moment donné. Ce qui permet en fait d'avoir un financement direct et qui n'est pas non plus dépendant de la maturité de chaque structure en fait. Mais on va voir aussi qu'à côté, est maintenu des cibles à l'usage pour les structures et donc qui bénéficieront d'un accompagnement pour mettre en œuvre le DU, comme on a vu au niveau de l'amorçage. Alors, les montants vont peut-être changer, mais il y avait 15 000 € de préparation du dossier, de constitution de la grappe et de l'appel d'offres, et puis 100 000 € d'accompagnement au déploiement. Le principe va être maintenu dans le cadre de cette partie volet transformation à usage qui concerneront les structures. Dans cette slide, on voit aussi que ce qui est incitatif aujourd'hui va très rapidement devenir
réglementaires. Donc, vous voyez sur cette slide qui est de l'ANS, qui est indiqué que les objectifs vont être intégrés notamment dans le cadre des CEPOM des structures. Et donc, ça va être compliqué pour une structure de se dire bah non, je ne monte pas dans le schéma. Tôt ou tard, entre guillemets, chaque structure sera un peu rattrapée dans ses objectifs vis-à-vis de la tutelle. Voilà, c'était les 2 points. Je vais cibler donc sur l'achat de l'État pour le compte des acteurs de l'offre de soins, parce que là, on a des informations complémentaires sur le site de l'ANS, puisqu'en fait, comme je vous disais, le cahier des charges qu'on appelle le DSR a été précisé. Ce sont des documents techniques qui concernent les éditeurs, que j'ai simplifié là pour vous indiquer que ce qui est concerné dans une première vague, donc la vague 1 de généralisation du programme, eh bien, ça sera le secteur personnes âgées, PH et le domicile. Dans la vague 2, forcément, ça sera étendu également pour les éditeurs des autres SMS, et y compris les parties établissements sociaux. Donc, est indiqué dans ces DSR les exigences qui correspondent au service au socle, 80 exigences. Donc voilà, je vous ai remarqué l'INS, la DMP, MSS, Pro Santé Connect. L'avantage, c'est que vous pouvoir être inclus d'emblée ces fonctionnalités dans les solutions, alors que sur la partie santé, on a démarré depuis longtemps, mais on n'avait pas toutes ces fonctionnalités qui étaient disponibles. Et puis, étaient définies donc 63 exigences cœur de métier, dont les thèmes sont indiqués ici: accompagnement de l'usager, la coordination des acteurs externes et internes, la gestion de la relation usager, l'admission de l'usager, la gestion administrative, les soins de l'usager, et puis un certain nombre de fonctionnalités définies dans la cartographie ANAP. Alors, c'est une cartographie que l'ANAP, l'Agence nationale d'aide à la performance des établissements, a réalisée. Et d'ailleurs, je vous conseille de prendre connaissance des documents ANAP sur le SMS qui sont plutôt bien faits. Et donc, ils ont intégré une partie gestion documentaire, habilitation, suivi de l'activité, dans également les exigences au niveau des solutions. Par contre, côté établissement, c'est-à-dire financement forfaitaire à l'usage, là j'ai mis quelques pistes, mais c'est un point qui est en cours de définition, et normalement on en saura plus d'ici la fin de l'année, savoir quels sont les critères d'éligibilité. Est-ce que je vous ai parlé de mutualisation dans la partie amorçage, eh bien, ça va être repris, le thème va être repris, mais de quelle manière, quels sont les critères? Les cibles d'usage, alors il y aura forcément le dossier de liaison d'urgence qu'il faudra adresser donc vers l'espace numérique de santé, et puis vers, bien sûr, les services d'urgence et autres professionnels de santé, ça c'est sûr, mais ça sera certainement également accompagné d'exigences au niveau, alors peut-être cahier de liaison, projet personnalisé, et puis bien sûr d'intégrer les données produites par le sanitaire, notamment les comptes rendus, qui sont de documents de sortie qui sont adressés par le sanitaire, eh bien, devront être intégrés dans le DUI de la structure, et donc les applications intégreront cette fonctionnalité. Alors, je disais que dans cette procédure qui est finalement d'achat pour compte, eh bien, ce sont les éditeurs qui vont être avant tout concernés. Et donc, cela, vous voyez dans la première étape de référencement, eh bien, les éditeurs vont suivre une procédure donc de dépôt de candidature, de dépôt de preuves par rapport au cahier des charges défini, une phase d'instruction. Et puis l'ANS, pour cela, s'engage à être réactive et à répondre rapidement, sous 6 semaines, à l'éditeur. Alors, comment vont intervenir les établissements dans ce processus? Eh bien,
les éditeurs donc, vont développer leur solution, déposer leur candidature, et ils vont aussi, soit concomitamment, soit par la suite, adresser un devis à chaque structure, chaque ESMS, qui va valider, en fait, donc faire un choix de solution, et qui va valider, en fait, eh bien, l'évolution de son logiciel. Donc, ça va permettre à l'éditeur de se faire régler 30% d'acompte sur ce devis par l'État. Et une fois que la solution est déployée dans la structure, eh bien, à l'issue de cette installation, l'établissement va valider sous forme de signature de l'AVA par l'établissement. En fait, c'est la vérification d'aptitude. En fait, c'est comme quoi tout fonctionne bien. C'est une espèce d'évaluation, en fait, du bon fonctionnement de la structure. Donc, vous voyez que l'établissement, au final, va quand même avoir son rôle, parce que si une solution n'était pas déployée correctement, eh bien, la structure peut être amenée à faire des remarques à l'éditeur, puis qui sera bien obligé à un moment donné de corriger les problématiques. Donc, c'est assez intéressant comme mode de fonctionnement au final. Voilà, je vous propose, Monsieur Odigier, c'est de faire un point, peut-être voir si vous avez des questions sur déjà cette partie-là. Je vais aller après ensuite sur des prérequis incontournables pour toute structure, mais déjà pour la présentation de ce contexte du programme, on peut échanger, je suis preneur, parce que l'intérêt aussi finalement de ce webinaire, c'est d'échanger, d'autant plus avec les ESMS, puisqu'ils recouvrent une diversité très forte de structures avec un niveau de maturité différent. Donc moi, ça m'intéresse particulièrement d'avoir la perception de chaque structure, parce que je m'aperçois qu'il n'y a pas une uniformité comme dans le sanitaire. Si vous voulez. Vous m'entendez? N'hésitez pas à prendre la parole, à poser des questions. Moi, j'ai reçu 2 questions par mail, mais je vais laisser la priorité à nos participants. Bon, ça n'arrive pas. Bon, de toute façon, alors, je vais ouvrir les échanges. Alors, j'ai une première question. Y a-t-il un formalisme à respecter pour constituer une grappe, Monsieur Laurier? Oui, en fait, une grappe de structure, en fait, il y a une convention qui est proposée par la CNSA, une convention entre structures qui va définir, en fait, qui est le chef de projet, c'est-à-dire celui qui dépose la structure pour le compte des autres SMS, et puis qui définit le projet en lui-même. Et l'ARS, en fait, va avoir la cohérence de cet ensemble-là. Et il faut dire que l'instruction des dossiers est beaucoup plus fine au niveau des ARS que ce qu'on pouvait voir sur la partie sanitaire qui était plus standardisée, en fait. Donc, alors ça dépend des régions, c'est toujours pareil, mais il y a vraiment une analyse plus fine des dossiers. Alors, qui a l'inconvénient aussi que finalement, les forfaits qui sont prévus d'accompagnement sont aussi adaptés par les ARS. Ce n'est pas un forfait garanti payé par SMS, il faut quand même argumenter pour que l'ARS valide le projet. Donc, il y a une convention qu'il faut valider et bien définir entre structures. D'accord, je vous remercie. Il y a une question à propos des éditeurs. Alors, les éditeurs sont-ils tous référencés au RESA? Alors non. Alors, c'était justement une des problématiques où ils sont aperçus que les éditeurs, en fonction de leur capacité de développement des fonctionnalités, n'ont pas forcément été tous prêts. Et puis, quand on parle de SMS, il y a le PA, PH, il y a le social et le médico-social, et dans la partie sociale notamment, y compris au niveau des DSR, on a vu que là, ils ont, pour la généralisation, ils ont ciblé d'abord PA, PH et domicile, tout simplement parce que les DSR sont beaucoup moins
définie encore à ce stade, et ça fera l'objet d'une vague 2, voire 3, pour couvrir l'ensemble du périmètre ESMS. Ça viendra, mais ça mettra plus de temps puisque en fait c'est moins mature et en fait l'offre de logiciels est aussi beaucoup plus diverse. Merci, Monsieur Lorieux. J'ai sur le chat une question. Alors, la première, il y en a deux. En tant que structure masse appartenant à une association, nous n'avons pas la main pour le faire. Je ne sais pas exactement sur quoi ça nous reprend. Et après, la même personne continue. En fonction de votre discours, il serait pertinent de contacter les têtes de réseau. Oui, alors, parce qu'effectivement, la problématique, cette constitution de grappe, ça dépend des structures, mais certaines, y compris dans celles que je suis, se sont dit ça va être un peu trop compliqué de se mettre en accord avec une autre structure. Parce qu'en fait, il faut avoir le même besoin et il faut choisir en fait le même applicatif. En tout cas, c'était ça dans la partie amorçage. Donc, ça a forcément freiné certaines structures. Là, on va voir comment ça va se dessiner. Si les grappes seront toujours liées à une application unique ou pas. Donc, en fait, ça c'était un point bloquant, qui a freiné et qui a fait que des structures n'ont pas tout de suite candidaté. Donc plus il y a effectivement de chefs de projet qui définissent le mieux possible les besoins de chaque structure, eh bien, c'est d'autant mieux, hein, effectivement. Parce que ça reste un projet informatique d'une structure. Vous avez compris qu'il y a des objectifs nationaux, mais l'objectif d'abord pour une structure, c'est d'informatiser ses process internes, son organisation. Et c'est là d'ailleurs où je ne cesse de dire que c'est là où le potentiel de gain organisationnel, de gain de prise en charge est. Le fait d'envoyer des documents à l'extérieur et sur le DMP, l'espace numérique de santé, dont je vais dire un mot plus précis, eh bien, bon, je dirais que c'est le résultat. Il faut d'abord bien produire les documents au sein de sa structure et faciliter l'échange. Et c'est là où il y a les gains les plus intéressants en termes de prise en charge des patients. Alors, la personne répond merci, Monsieur Lorieux. Elle pense que ça va être le cas pour eux. Ouais. Autre question ou... Mais ça serait intéressant de ne pas hésiter à me couper pour avoir un peu le retour et la maturité des uns des autres et comment ils ont perçu en fait cette première phase d'amorçage et finalement s'ils attendaient la généralisation pour en savoir plus. Donc je continue. Oui, il n'y a plus de questions, je vous propose de continuer. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a donc ce projet, la candidature, et il y aura forcément des prérequis qui sont un peu incontournables, qui sont incontournables ne serait-ce que pour des raisons réglementaires. C'est la sécurité du système d'information. Et là, il y a un travail en amont à réaliser pour définir le plan de reprise d'activité, de prévoir des procédures de fonctionnement en mode dégradé. Si l'outil informatique ne fonctionne plus, eh bien, alors ça pose pas vraiment, enfin, ça pose des difficultés, mais c'est tout à fait possible d'arriver à avoir une organisation. Parce que ça peut être la crainte dans les ESMS, se dire si l'informatique ne fonctionne pas, comment je fais? Voilà, il faut définir une procédure en mode dégradé le temps que l'informatique se remette en place. Et il faut définir un plan d'action de sécurité, de mise à jour des systèmes. Après, c'est vrai que maintenant, les applicatifs, il y a beaucoup de fonctionnalités qui peuvent être mises en externalisées, en mode ce qu'on appelle SaaS, c'est-à-dire pas forcément installer les serveurs en local, mais avoir des accès sur des serveurs à distance. Donc ça, c'est un point intéressant.
qui peut être envisagé, mais qui n'est pas non plus en fonction, pas obligatoire du tout. La gestion des habilitations, des accès, ça c'est un point important pour sécuriser. Et j'ai mis 3 petits points sur la slide tout simplement parce que c'est un sujet, quand on met le doigt dedans, il y a toujours plein de choses à faire. Mais la sécurité, c'est un élément important. On l'a vu avec l'actualité et tous les enjeux de cybersécurité qu'il y a. Un deuxième point, c'est l'identito-vigilance. Et donc là, avec la mise en place de l'INS, a été mis en place aussi un nouveau référentiel national d'identito-vigilance, dont je vais dire un mot, parce que ça s'impose aujourd'hui à toutes les structures, santé et médico-sociales et sociales. Et je sais que ça, c'est un point qui n'est pas encore forcément mature dans toutes les structures, puisque en fait, eh bien, l'arrêté, il s'agit d'un arrêté du 27 mai 2021 qui est rendu opposable, donc le référentiel national d'identito-vigilance, et qui fait suite à une instruction de 2013 qui a été abrogée. Et donc, on est passé sur un arrêté donc, qui s'impose juridiquement beaucoup plus qu'avant. Donc, il y a un certain nombre de volets de ce référentiel national d'identito-vigilance qui a été défini. Pour ce qui est de l'ESMS, donc c'est le volet 1 et le volet 3. Le volet 3 étant une version un peu allégée par rapport aux établissements de santé qui ont plus de risques par définition, ils font des actes à risque, donc l'erreur de patient peut avoir des conséquences plus dommageables, et c'est pour ça qu'ils ont un peu allégé sur la partie structure non hospitalière dont fait partie les ESMS. Alors, ce référentiel d'identito, eh bien, ne recouvre pas que la mise en place de l'INS, de l'identifiant national de santé, mais également est plus large puisqu'il définit également la gestion des risques à mettre en œuvre qui va nécessiter de mettre en place des analyses de risques, une cartographie applicative forcément pour bien visualiser l'organisation informatique dans la structure, une charte informatique pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, et puis bien sûr former les professionnels concernés à l'identito. Bien sûr, je ne suis pas limitatif, là, je vais donner simplement les points essentiels. Et puis, il y a une obligation aussi de gouvernance de l'identito-vigilance avec la constitution d'une cellule d'identito-vigilance dont le RNIV définit les missions et aussi la nécessité d'avoir un référent en local qui connaisse bien les procédures à mettre en œuvre, définir une charte d'identito-vigilance interne et puis de définir des indicateurs qui peuvent être aussi simples que le suivi des doublons créés au sein de l'outil informatique, doublons d'identité des patients. Et puis bien sûr, bon, maintenant ce qui est un peu obligatoire aussi avec la conformité RGPD, eh bien c'est définir une documentation pour les habilitations, l'information des patients aussi, l'obligation d'information, et puis des conduites à tenir, notamment en cas d'erreur de saisie. Alors, juste pour vous donner des éléments sur la partie INS, Identifiant national de santé, comment ça va fonctionner? Eh bien, dans l'outil informatique, il y a l'obligation de définir un statut de chaque fils usager, finalement, de la situation de chaque usager dans l'ESI. Donc, soit l'identité, elle est définie de façon provisoire, soit de façon récupérée, de façon validée ou qualifiée. Donc, en fait, les systèmes informatiques vont tous avoir l'obligation d'intégrer ce qu'on appelle l'INSI, c'est-à-dire un appel informatique pour récupérer les données de l'état civil, donc des cartes d'identité, en fait, de l'identité des patients, et de l'intégrer dans leur système. L'objectif, on est bien d'accord, d'être sûr qu'on a bien affaire au bon usager, au bon patient, qui soit bien identifié. Alors, je pense que dans les ESMS, il y a peut-être un peu moins de problématiques par rapport au secteur sanitaire, mais l'obligation concerne exactement la même manière les structures quand même. Donc,
Soit on saisit les traits d'identité manuellement, avec au minimum le nom de naissance, le prénom, la date de naissance et le sexe, soit on fait un appel par carte vitale et on récupère les données donc, de l'état civil qui va permettre de mettre la fiche usager au statut identité récupérée. Mais pour pouvoir être à l'identité qualifiée et pouvoir échanger à l'extérieur, donc alimenter le DMP, envoyer à la messagerie sécurisée des informations, eh bien, il faut en plus être sûr qu'il s'agit du bon patient et de faire un contrôle côté document, passeport, carte d'identité d'usager ou titre permanent de séjour. Donc, en fait, titre permanent de séjour, c'est un terme qui est pas forcément très explicite et qui a nécessité d'être précisé. En fait, ce sont les titres de séjour qui ne comportent pas la mention temporaire. Voilà, donc carte de séjour en résumé valable de plus d'un an, donc qui permet de passer à le statut de l'identité en mode validé. Donc, le fait d'avoir récupéré plus validé, eh bien, permet de qualifier l'identité et donc de pouvoir échanger au travers la messagerie sécurisée et le DMP notamment. Un mot concernant l'espace santé, puisque en fait, vous avez compris que dès le départ, c'était quand même l'objectif national qui est d'alimenter cet espace santé. Il contient le DMP, il contient la messagerie sécurisée patient, et il contiendra aussi, dans un second temps, mais ça devrait quand même arriver assez rapidement, les agendas, donc des professionnels qui pourront alimenter cet agenda au niveau de l'espace santé. Le catalogue d'applications aussi qui sera proposé sur cet espace. Alors, je ne rentre pas dans le détail de ces éléments-là. Si vous en... voilà. Alors, la remarque que j'ai souvent, mais le DMP, c'est quand même très austère pour ceux qui y sont allés. On ne s'y retrouve pas, il n'y a pas forcément d'informations. Donc, sachez que déjà, le design a été complètement revu. Les retours que j'ai, c'est qu'il y aura un mode mobile aussi. Et donc, il y a un côté qui est attractif et ergonomique à la solution qui va complètement changer de cet espace santé, qui sera ouvert à partir du début de janvier 2022. Et la remarque aussi, mais les DMP, il y en a très peu qui sont ouverts. Et bien justement, par une loi de juillet 2019, l'État a pris conscience de cet élément-là et va adresser au premier trimestre 2022 à l'ensemble des Français un courrier ou un mail de leur demandant s'ils veulent que leur espace santé soit ouvert. Alors, soit ils répondent oui tout de suite, eh bien l'espace santé est immédiatement ouvert, soit ils ne répondent pas, et c'est le cas de figure, en fait, il y a 3 départements dans lesquels il y a un test qui est en cours. En fait, dans 95%, les gens ne connaissant pas bien le sujet ne répondent pas. Eh bien, par défaut, au bout d'un mois et 10 jours, l'espace santé, donc qui inclut le DMP, sera ouvert automatiquement. Et puis, il y a une troisième possibilité, c'est le refus de l'usager qu'on ouvre son espace santé. Mais c'est très faible aujourd'hui sur la part de l'expérimentation. Donc tout ça pour vous dire que l'argument qui est de dire « Ah, mais les DMP sont pas ouverts, donc j'ai pas besoin de l'alimenter », en fait, tout va changer à partir de 2022. Alors, mais tout dépendra, bien sûr, du niveau d'appropriation des usagers pour cet outil. C'est clair que si les usagers deviennent demandeurs qu'on alimente leur espace santé, ça change tout, parce que les professionnels de santé, les médecins, je pense notamment, qui aujourd'hui n'en voient pas forcément l'utilité de passer du temps à adresser, mais à ce moment-là, si le patient est demandeur, forcément, du jour au lendemain, tous ceux qui ne voulaient pas le faire voudront le faire, ne serait-ce que pour satisfaire les patients. Et donc en fait, aujourd'hui, il va y avoir une grosse campagne d'information pour atteindre cet objectif-là et d'embarquer tout l'écosystème santé et médico-social sur cet aspect-là. Sachant que sur le médico-social, on est d'accord que ça concerne
les usagers, mais aussi les aidants. Hein. Ce n'est pas forcément l'usager en lui-même, mais l'objectif, c'est d'impliquer et que tout le monde soit acteur. En conclusion, eh bien, le Ségur numérique, vous voyez, par tous ces aspects, et encore j'ai essayé d'être synthétique, eh bien, concerne à la fois des aspects techniques, organisationnels et stratégiques. Technique, eh bien, il y a toute la partie connecteur DMP, il y a des parties cartes CPX, comme on dit, les cartes qui permettent de communiquer de l'authentification. Il y a la sécurité d'accès aux données, il y aura la problématique de la gestion des pièces d'identité. Et puis, il y a surtout en fait, des problèmes organisationnels, c'est-à-dire qu'il va falloir définir la production des documents. Alors, j'ai marqué là les documents de sortie, mais ça, c'est plutôt sur le sanitaire. C'est plutôt les documents pour le SMS et le dossier de liaison qui va être un des éléments, mais il y en aura certainement d'autres. Les instances d'identité-vigilance, comme je vous ai présenté, toute l'organisation de gestion de l'INS. Il y a la partie aussi RGPD qui s'impose aussi au SMS, et donc il faut lister les traitements informatisés, notamment faire des analyses de risque plus ou moins poussées, informer les usagers. Voilà. Et puis sur le choix stratégique, eh bien, il y a des choix techniques à faire. Alors là, c'est la slide, en fait, je dirais, concerne un peu plus le sanitaire, mais ça sera, vous avez compris, le choix du DUI, le choix de la grappe, s'il y a l'obligation de faire ces choix-là. Et puis, dans les ESMS, il y a souvent multi-activités. Donc, il ne s'agit pas forcément d'avoir une seule solution, mais surtout d'avoir une solution qui soit bien adaptée aux besoins. Donc, la partie gestion de projet est absolument essentielle pour bien choisir et ne pas partir. Parce qu'une fois qu'on a choisi une solution, ben, on est quand même dépendant pour un certain nombre d'années. Et donc, il vaut mieux passer un peu plus de temps au départ et bien réfléchir à la solution qu'on va implémenter. Voilà, alors pour ce qui est de mon accompagnement, vous avez compris qu'il s'adapte en fonction des structures. Le point commun de l'accompagnement, eh bien, c'est de réaliser un état des lieux de la structure, de définir un plan d'action, d'effectuer un suivi. Dans ce plan d'action, il y a forcément une partie documentaire, donc d'assurer le suivi de la mise à jour de ces documents qui soient bien conformes aux exigences. Donc, j'ai défini une offre de base de 3 journées de prestation, donc ce n'est pas forcément d'emblée une prestation importante, mais bien sûr qu'il faudra ajuster ensuite à l'organisation, à la maturité du système de la structure et de son système d'information, et puis de la décision ou pas de candidater au Ségur numérique qui implique après toute une organisation au niveau du déploiement de la solution. Donc voilà, là-dessus, il y a en fait mon expérience aujourd'hui, je m'aperçois que dans la partie ESMS, il y a une adaptation très forte à effectuer et que ça ne peut pas être un accompagnement aussi standardisé qu'il peut y avoir dans le sanitaire, mais l'expérience du sanitaire va forcément bénéficier au médico-social et au social, et c'est là où est aussi mon apport en tant que consultant. Voilà, merci pour votre écoute. Et puis, je suis prêt à échanger, et d'autant plus intéressé et de savoir une question là par rapport je vais inverser, au lieu d'avoir une question, j'ai envie de poser une question aux participants, un peu de voir ce qu'ils en pensent. Est-ce que ce programme, ils en avaient la connaissance? Est-ce qu'ils temporisaient? Enfin, quelle est un peu leur situation et comment ils voient les choses? Est-ce qu'ils se disent, bon, on attend un peu de maturité dans le programme pour en savoir plus? Ou est-ce que, voilà, si vous pouvez avoir un échange et un retour, ça m'intéresse et je pense que ça intéresse tout le monde. Je veux bien prendre la parole parce que j'avoue que moi, je suis donc directrice d'un établissement, d'un EHPAD,
Donc les 24 derniers mois, on a eu pas mal d'activités. Je ne vais pas revenir sur le sujet, mais du coup, toute cette partie numérique, moi, je considère qu'on est vraiment au niveau zéro. Au niveau déjà de la sensibilisation, parce que alors là, j'ai halluciné dans votre première diapo parce que je me suis rendu compte du retard au niveau de la connaissance et de la vigilance qu'on devrait avoir sur le sujet. Et donc voilà, donc moi je suis plutôt dans un premier état qui est un petit peu estomaqué. Il va falloir que je digère un peu tout ça. Et puis vu qu'on est un établissement associatif mono-établissement, c'est clair qu'au niveau des ressources, j'ai pas beaucoup de ressources autour de moi. Et donc la marche va être dure à franchir, quoi. Je prends conscience avec votre présentation qu'on a vraiment un gros chantier qui s'ouvre devant nous, quoi. Alors là, je voulais vous rassurer, c'est que vous n'êtes vraiment pas isolé, hein. C'est le cas et qu'il y a une très grande diversité. Par exemple, j'accompagne des structures qui ont une partie sanitaire et une partie ESMS, donc forcément, il y a une maturité qui est différente. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire. Mais il faut savoir que la tutelle le sait très bien, ça, hein, au niveau de l'ANS et la CNSA. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train d'essayer d'élaborer un programme qui soit adapté à toutes les structures. Et ils ont voulu un peu aussi, pour cela, imposer un peu la mutualisation pour justement embarquer des structures comme la vôtre, pour qu'ils soient moins isolés, en fait. Parce que c'est vrai que sur le plan informatique, on peut, quand on échange, on peut finalement facilement débloquer des questions qui se posent, parce que, en fait, à la fois chaque structure a ses spécificités, mais enfin, quand on compare dans le même domaine d'activité, les structures, elles se ressemblent, hein. Donc, une structure sanitaire, il y a beaucoup moins de diversité que sur la partie ESMS, mais entre EHPAD, par exemple, il y a beaucoup moins de différence qu'entre PA et PH, par exemple, ou avec le domicile, hein, on est d'accord. Donc, créer une grappe de structure entre PA, eh bien, permet d'échanger une grappe qui serait très diversité dans l'activité ESMS, bon, c'est là où ça pourrait très vite poser problème. Et souvent, c'est la crainte de cela, mais en fait, il n'y a pas l'obligation d'être dans une grappe. Donc, il faut voir avec qui on peut se regrouper, échanger. Bon, c'est mieux s'il y a déjà des affinités, mais le principe, c'est d'emblée que les structures un peu plus étoffées, un peu plus avancées, eh bien, embarquent également les structures qui le sont moins. Voilà. Alors, moi, j'ai tendance... Alors, ça peut suffire, mais ça peut aussi, à un moment donné, un chargé de projet au niveau d'un ensemble de structures, il ne va pas non plus faire tout le quotidien de la structure. Donc, vous voyez, c'est complémentaire par rapport à une action comme la mienne d'accompagnement de chaque structure dans concrètement les problématiques, quoi. Et des fois, ça va sur des points très concrets, comment obtenir des cartes CPS, comment ça peut être un sujet aussi simple que ça, que choisir une solution logicielle adaptée. Donc, vous voyez, l'éventail est tellement large en termes de problématiques qu'un accompagnement personnalisé a tout son sens. Mais l'un n'empêche pas l'autre, voilà. Donc, plus d'échanges. Du coup, ce que j'entends, c'est qu'il n'est pas imposé de se rapprocher et de former une grappe entre les établissements. On peut rester indépendant. Après, va se poser la question financière, c'est-à-dire que du coup, le coût de l'accompagnement, si on est les seuls à le supporter, pour un établissement à l'aide sociale, ça va faire un peu mal, quoi. Je ne suis pas sûre que le département apprécie beaucoup le schéma économique que je vais proposer, quoi. C'est ça, il risque de vous dire, puisqu'il y a un programme, essayez d'obtenir des fonds pour l'accompagnement. Donc, mais ça, après, là aussi, ça dépend des structures et de ses moyens. Vous savez, des fois, il y a une grande diversité aussi entre les associations. Donc, voilà, il faut adapter. Mais encore une fois, voilà, je vous rassure, vous n'êtes pas du tout seul. Et
je fais cette présentation justement avec un objectif de sensibilisation large, mais vous n'êtes pas du tout isolé. Hein, donc, enfin, vous êtes isolé en tant que structure, mais pas en tant que problématique en tout cas. Justement, par rapport aux grappes et aux structures isolées, est-ce qu'une association qui possède plusieurs établissements peut être considérée comme une grappe? Est-ce que chacun des établissements est considéré comme des raisins d'agrappe ou pas? Dans les associations, il y a des détails. Il y a certaines associations qui ont des centaines de SMS. Et puis, donc, une grappe, c'est minimum 15. Donc, si une association, par exemple, a 5 SMS, eh bien, il faut qu'ils rejoignent une grappe pour atteindre les 15. Alors, les 15, c'est un objectif. Si on est à 13, 14, l'ARS peut l'accepter. Voilà. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Mais l'idée, c'est quand même, leur logique, c'est de se dire, il faut justement pas que les structures choisissent une solution de façon isolée. C'est ça la démarche. C'est logique, mais c'est un nombre qui est d'autant plus difficile à atteindre quand même. Mais il suffit, vous rejoignez un OG, vous êtes seul, vous rejoignez un OG qui a 15, qui a 20 structures, en fait, voilà, hein, vous voyez, c'est pas forcément. Ça peut être compliqué comme pas du tout. En région, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup plus de structures isolées comme Madame. Après, on s'assume, hein. On a choisi d'être isolé. Ça a des avantages et des inconvénients. Ça a des avantages. Voilà. Vous savez, quand j'étais dans le sanitaire, j'étais plutôt, moi, j'ai fait un passage dans un groupe, mais de cliniques indépendantes. Hein. Donc, et j'étais adhérent à la CAP. Hein. Donc, c'est ça. Heureusement. Donc voilà, je sais que la structure indépendante, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Voilà. Et est-ce que justement, en tant que centrale, on peut être force de proposition pour mutualiser des structures indépendantes qui rechercheraient un regroupement, qui rechercheraient une grappe? Exactement, c'était l'objet de la démarche auprès de la CAP aussi. Hein. Alors, on peut aussi passer par les fédérations et les groupements régionaux pour se faire connaître. Hein. Donc, la première démarche est plutôt au côté fédération, mais on sait que ça dépend aussi de l'organisation locale de la fédération. Donc, voilà. Mais après, moi aussi, je peux faire l'intermédiaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez proposer un état des lieux en fait des établissements, de faire une photographie de l'établissement, ce que vous en pensez en tant que professionnel du système informatique, mais de façon indépendante, c'est-à-dire sans que ça soit inclus à l'accompagnement global du projet? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai présenté là, parce que quand on ça, c'est avant la décision de candidature. Moi, il y a des structures que j'accompagne et la décision a été de ne pas candidater tout de suite. Parce que pour différentes raisons, soit des raisons de management interne, on n'est pas prêt, on n'est pas en mesure de s'informatiser tout de suite. Hein. Donc on temporise. Ou tout simplement parce que justement il y avait cette histoire de constitution de grappe qui pouvait être un point, ou c'était une histoire de timing. Ce qu'il y a en ce moment, moi la réponse que j'ai de beaucoup de structures, ce qui fait qu'il n'y a pas eu un afflux absolument massif, hein, et je pense qu'ils s'attendaient à plus de candidatures, mais on a, comme vous l'avez dit, on a le Covid, et puis il y a la problématique RH des établissements aujourd'hui. C'est quand même ça la problématique première d'établissement, surtout pour les petits établissements, hein, le problème du recrutement. Donc ce qui explique. Mais ça va se faire dans le temps. Et puis, moi, je suis un grand défenseur de l'outil informatique en tant qu'outil d'optimisation de la prise en charge interne d'un établissement. Hein. C'est d'abord cet objectif-là, pour moi, qu'il faut remplir. Et ensuite, une fois qu'on a cet outil-là en place qui correspond bien, on alimente le DMP, on fait de la messagerie sécurisée. Mais il ne faut pas faire l'inverse. Hein? Moi, j'avoue que quand je dis qu'on est au niveau 0, c'est pas très juste. Parce que c'est vrai que j'ai une sensibilité informatique, c'est-à-dire je reconnais
l'outil qui peut nous aider à travailler de façon plus cohérente. Et justement parce qu'on a des problèmes de personnel, justement on n'a pas le droit de perdre de l'information et de ne pas avoir cette facilité d'information. Mais nous, à toute l'histoire que peuvent connaître les établissements, on sort d'une réhabilitation de 4000 m², donc ce qui fait encore des journées plus courtes ou plus longues, je ne sais pas dans quel sens. Mais voilà, exactement. Mais on a quand même travaillé sur notre dossier, sur notre circuit du médicament, sur la relation avec les salariés, avec des applications web. Donc on a un outil informatique qui est déjà en place. Mais c'est vrai que le regard extérieur permettrait peut-être d'avoir, de savoir si on est vraiment dans un chemin de cohérence ou pas, quoi. Ouais, tout à fait. Ben c'est exactement ce que je fais, à la fois informer sur le plan national, mais c'est pas uniquement, enfin sur le programme national, mais c'est pas, voilà, c'est avant tout en interne de se comparer et se donner un plan d'action. L'idée, c'est d'avancer pas à pas. Il ne s'agit pas de faire la révolution. Il s'agit de mettre des bases pour avancer de façon progressive et finalement on peut avec quelques points progresser très rapidement en fait. Et ce qu'il faut, c'est effectivement, quand on se compare, on se rassure aussi, hein. Et puis et ça permet tout de suite d'identifier les points sensibles. Voilà. Ok, merci beaucoup en tout cas.